Bonjour Katia, bonjour à tous. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour une nouvelle session d'investigation, le cycle 30 déjà. Eh oui, Donc, je vais t'inviter à mhm. te mettre à l'aise et à fermer tes yeux pour pouvoir commencer. C'est bon, Voilà. tu m'entends? Oui, je t'entends très très bien. Super. Donc, tu es bien installé? Oui, Super. Donc, maintenant, Katia, je vais compter de 10 à 1 et pendant que je compte, tu vas simplement te détendre. Je rappelle seulement que tu ne connais bien sûr pas le sujet ni les questions de ce cycle d'investigation. et non, bien sûr que non. 10, 9, huit. C'est si. Cinq. À partir de maintenant, Katia, tous les bruits environnants t'aident à te détendre davantage. 3. Deux.
Maintenant, Katia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter avec le mot lémurie. 1, 2, 3. Dis-moi quelle est la première information que tu perçois. En fait, j'ai eu, pendant le décompte, la deuxième partie c'est un petit peu, c'est presque à chaque fois, en fait, quand j'entre en hypnose, des yeux qui viennent observer, en fait. Donc, qui passent et qui viennent regarder. Et en fait, les mûries, ça me fait penser aux animaux. Aux animaux. Oui. Donc là, tu vas me dire qu'est-ce que la lémurie? Je sais pas, j'ai pas d'informations. Alors, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Oui. OK. Et à 3, tu seras en connexion avec la lémurie. 1, 2, 3. Donc je te repose la question, qu'est-ce que la lémurie? Un pays? OK. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce pays? Je le perçois assez chaud. Chaud? OK. Alors, Katia, pourquoi ne savons-nous pas aujourd'hui ce qu'est la lémurie et si elle a réellement existé? Qu'est-ce qui te vient? Il me vient que on n'a rien à y faire. C'est camouflé. C'est camouflé par quoi? Par qui? Par ses habitants. Tu es en 2020 quand tu me dis que c'est camouflé par ses habitants?
Oui. D'accord. Donc tu vas regarder quelle a été la cause de sa disparition sur le plan physique. Elle n'a pas disparu, en fait. C'est nous qui ne pouvons pas la voir. Alors j'aimerais que tu ailles un petit peu plus loin par rapport à ça. Pourquoi on ne peut plus la voir? Tu m'as dit que ses habitants la camouflaient, mais comment procèdent-ils pour la camoufler? En fait, il programme nos esprits. Comment s'y prennent-ils? Et il nous montre des images qu'on a l'habitude de voir et on ne perçoit pas la réalité, en fait. Ok. À quelle époque remontent les informations en rapport, tes informations en rapport à la Lémurie? Je dirais des, des millions d'années. Ok. En regardant la planète Terre depuis le haut, donc tu vas prendre de la perspective, tu vas faire un focus arrière. Par rapport au plan physique, pourrais-tu me montrer exactement l'exact emplacement de la Lémurie? Il y a, il y a l'Asie qui me vient. Ok. Est-ce que tu peux être un peu plus précise par rapport à l'Asie? Une région? Un pays? Ou plusieurs? Je dirais plutôt le nord-ouest. Le nord-ouest de l'Asie. Oui. Ok. Quelles sont ces frontières? Est-ce que tu les vois, ces frontières, sur le plan physique? Elles sont délimitées. En Par fait, quelle? il y en a pas. Il n'y a pas de frontières. Non. Non, puisqu'elle. Il y a la concentration, c'est plus là-bas, mais après, Mhm. dans, dans les souterrains, ça peut aller loin et
Ok, donc tu vas suivre un peu Mm. ces souterrains et voir où ça te mène. Si c'est à d'autres endroits de la planète, si c'est ailleurs. Bah, c'est surtout en profondeur, en fait, j'ai envie de dire. Mhm. Ok. Donc ça serait plus vers l'intérieur de Oui, la Terre. Ok. ouais. Alors, tu vas trouver un lémurien sur le plan physique et tu vas me le décrire. À quoi ressemble-t-il? Ouais, il est debout. Ok. Alors maintenant, décris-moi-le. Est-ce un homme, une femme? Un homme. Un homme. Sa taille? Un peu moins grand que nous. Ok. Des yeux ronds. Mhm. Couleur de la peau, couleur des cheveux? Plutôt clair. Clair. Pour les cheveux et la peau, les deux? Hum, les cheveux, c'est un mélange, en fait, de foncé et de clair. Ok. Un peu comme poivre et sel, mais en Est-ce qu'ils ont plus châtain. deux bras, deux jambes et ils ont une apparence comme nous? Oui, oui. Ok. Il y a juste un peu les mains et les pieds qui sont un peu plus, qui sont différents, en fait. D'accord. Donc, tu vas me dire quelles différences physiques et perceptuelles ont ces habitants par rapport à un habitant ordinaire, on va dire, de la Terre en 2020. Est-ce qu'il y a des choses qui changent au niveau physique déjà et au niveau des perceptions? Niveau physique, oui, je disais Les mains et les pieds, c'est les ça que mains tu et les disais, pieds, ouais. déjà, c'est plus, il y a un côté, c'est plus animal, C'est-à-dire, euh, avec le pouce, je sais pas comment dire, il y a que 3 doigts et un pouce. d'accord. Et est-ce que ce pouce est en opposition comme nous? Ouais, Ok. Et les pieds, il y a aussi 3 doigts ou oui, oui, ok. ouais. Alors maintenant, oh, pardon, tu voulais Oui, rajouter quelque oui, je chose? disais, Oui. pour les perceptions, c'est, euh, ils sont plus affûtés que nous, en fait. Ils voient mieux, Alors, ils ils ont voient mieux, ils ont une meilleure vue, une meilleure acuité meilleur visuelle, odorat, oui, meilleur odorat, oui. ok. Et une conscience différente de la nôtre. Alors, différente dans quel sens? Euh, j'ai envie de dire plus proche de la Terre. Mhm. Ouais, plus proche de la Terre. Plus de respect pour la Terre. Ok. Alors maintenant, tu vas prendre l'ADN de ce lémurien Mhm. par rapport au plan physique, bien sûr, et tu vas me le décrire. Comment le vois-tu?
Comment je perçois la chaîne de l'ADN, c'est ça? Oui. Comment le vois-tu, Mhm. cet ADN de ce lémurien par rapport au plan physique, hein, toujours? Bah, je le vois un peu comme une colonne vertébrale Ok. et qui se vrille, mais un peu moins que le nôtre. Ok. C'est un peu comme des osselets qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ok. Alors maintenant, tu vas comparer l'ADN de ce lémurien avec celui d'un habitant de la planète Terre en 2020. Donc toujours sur le plan physique et voir si c'est semblable ou est-ce qu'il y a des similarités et des différences. L'ADN du lémurien est plus dense. Ok. Oui, il y a des similitudes. Donc sur le plan physique, quand tu me dis plus dense, Oui. ça veut dire qu'il prend plus de place, il est plus gros, il est... Il prend plus de place, pas forcément plus gros, mais il y a plus d'informations dedans, en fait. D'accord, ok. Donc maintenant, tu vas observer ce même ADN de ce lémurien, mais sur une dimension éthérique, et tu vas me dire qu'est-ce que tu perçois. Et en fait, il y a des mélanges. Ok. Il y a un peu d'humain, il y a d'autres choses, en fait. Alors essaie de décoder ce qu'il y a. C'est extraterrestre. Mhm. Et en fait, ils arrivent à changer leur ADN, en fait, pour s'adapter au mieux et pour faire des expériences aussi Quelle expérience est-ce que tu vois de longévité. sur la longévité? Ok. Ouais. Maintenant, Katia, tu vas comparer l'ADN à la dimension éthérique euh, avec l'un de nos jours. Alors, tu peux répéter parce que j'ai pas Alors, très bien compris. compare maintenant l'ADN à la dimension éthérique avec l'un de nos jours. Alors, moi aussi, c'est pas vraiment forcément très clair par rapport au Oui, en effet. protocole. Donc, je pense que c'est de comparer l'ADN éthérique d'un lémurien avec un humain de nos jours, en fait, comparé, comme on a fait tout à l'heure sur le plan D'accord. physique, de le faire sur le plan éthérique. Les deux ADN éthériques comparés Oui, au jour 2000, à oui, l'année 2020. 2020, voilà. D'accord. Entre un lémurien et un être humain. Hmm. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que l'ADN humain est plus lumineux. Mhm. Après, tu me disais qu'il y avait un mélange Mhm. humain-extraterrestre dans leur... Est-ce que c'est aussi le cas pour les humains de la Terre?
Non, Journée 2020? ça marche pas. Ok. Ça marche pas. C'est pas. Non. Ils aimeraient bien, mais non. Du coup, ils font l'inverse, tant bien que mal. Alors maintenant, Katia, tu vas regarder comment la civilisation lémurienne est-elle organisée d'un point de vue social. Comment elle se définit? Est-ce que sont semblables à nous? Est-ce que c'est complètement différent? Oui, c'est assez semblable. Ok. J'ai l'impression qu'il y a euh, c'est assez semblable, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qui est différencie au niveau social? Mais en fait, c'est chacun sait ce qu'il a à faire et le fait en fait. Donc il y a quand même les femmes qui s'occupent des progénitures. Mais après, c'est pas comme chez nous où Il n'y a pas de hiérarchie? il n'y a pas. Ou il y a une hiérarchie, je- au contraire? Ouais, c'est pas clair. Il y en a une, mais c'est pour le principe, si tu veux. Puisque tellement tout le monde sait ce qu'il a à faire, qu'il n'y a pas trop besoin de rappeler. Enfin, Chacun c'est le rôle qu'il oui, a joué, oui, mais il y a quand même une hiérarchie finalement qui oui. se dessine. Oui, pour le principe, en fait. Ok, Pour qu'il y en ait une. d'accord. En cas de litige ou. Voilà, et c'est les plus anciens, en fait. Donc les plus anciens sont à quel niveau? Oui. Plus élevé Oui, socialement? ils ont l'expérience, justement. Ok. Donc maintenant, tu vas regarder si les habitants de la Lémurie ont des maisons. C'est plutôt, je dirais, des grandes pièces Ok. dans la terre. Comment sont-elles fabriquées? C'est creusé dans la C'est terre. creusé directement? Oui. Est-ce qu'ils ont des moyens de transport? Non, j'en vois pas. Non. Alors, est-ce que tu peux décrire une journée typique d'un habitant de la Lémurie? Donc, tu peux reprendre le même individu que tout à l'heure et le suivre dans Mhm. sa journée. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils dorment?
Oui, pas trop. D'accord. Oui. Ensuite, ils se réveillent. Qu'est-ce qu'ils font? Euh, Bah, il y a la nourriture. Ok. Est-ce qu'ils mangent des choses comme nous? Ouais, c'est bizarre, j'ai pas l'impression, non. D'accord. C'est plus de la création de leur esprit, de la conscience. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? À quoi s'occupent-ils? Euh, Ils échangent et ils construisent en fait de nouvelles pièces. En fait, c'est comme si ils étaient tout le temps en mouvement, comme s'ils avançaient dans leur tunnel et ouais, ils font de nouvelles pièces pour avancer dans leur tunnel, pour y habiter. Mhm. Est-ce qu'ils se réunissent? Est-ce qu'ils font des fêtes, des cérémonies? En fait, ils échangent en fait sur ce qu'ils ont pu capter justement de la surface de la Terre. Ok. Mm. Donc maintenant, tu vas regarder quelles espèces animales et végétales sont présentes en Lémurie. Un végétal, c'est essentiellement les racines, puisqu'ils Ok, sont dessous. d'accord. Est-ce qu'il y a des espèces animales? Euh, euh, Terrestres, non, parce que c'est trop profond. Mhm. D'autres. Ouais, c'est assez. En fait, j'ai envie de dire, c'est leurs échecs d'essais à trafiquer les ADN. Mhm. En fait, des créatures en fait qui sont Ok, là en fait. d'accord. Donc maintenant, je voudrais juste vérifier quelque chose. Est-ce que cette lémurie a toujours été cachée aux hommes ou est-ce qu'il y a eu un moment donné où ils étaient à la surface de la Terre? Oui. D'accord. Et pourquoi ils se sont terrés? Bah, sinon, on aurait cherché à les détruire. Ok. Mm. Alors, maintenant, existe-t-il sur le plan physique des manifestations organiques et non organiques qui témoignent de l'existence de la lémurie? Donc, c'est-à-dire que sur notre Terre, y a-t-il des preuves qui, qui témoignent de l'existence de la lémurie? Et il y en a, mais on les prend pour d'autres choses en fait.
D'accord, donc on les relie pas du tout à ça. Non. Et est-ce qu'il y a maintenant des traces de la civilisation lémurienne sur le plan physique sur Terre? Des vestiges? Est-ce qu'il existe des traces, des vestiges? Non. Non, ils ont tout détruit avant. Ok. Non. Alors, maintenant, je voudrais savoir aussi si en 2020, sur le plan physique, y a-t-il des descendants de la civilisation lémurienne? Tu peux répéter? Parce que Alors, en 2020, Oui, sur le plan physique, oui, y a-t-il des descendants de la civilisation lémurienne? oui. Ok. Sous terre. Sous terre? Oui, Ok. oui, Donc, ils vivent sur terre, sous terre. oui. Ok. Alors, il y a une question, qui suis-je? C'est une question ouverte, donc tu peux répondre ce qui te vient. Un ami. Ok. Donc maintenant, tu vas observer et décrire les descendants de la civilisation lémurienne sur le plan éthérique. Puisque tu me disais, ils sont sous terre, donc ces descendants sur le plan éthérique. Par rapport... mais on y a un petit peu répondu tout à l'heure par rapport à... quand on a parlé de l'ADN. Mais voilà, Je suis le protocole. oui. Donc j'ai envie de dire là, quand tu me poses la question, ils sont un petit peu comme nous, ils sont en proie aux manipulations. D'accord. Voilà. Manipulation de qui? Je vais te faire bon, parce que c'est pas pour nous, nous on sait, mais... Mhm. Oui, par les interférents, des reptiliens ok. et compagnie. Donc maintenant, tu vas me répondre par oui ou par non, Katia. Donc tu vas m'indiquer si tu retrouves de la véracité ou des éléments véridiques dans les théories suivantes. Donc la première théorie. Les lémuriens sont une espèce de singe à prisme endémique qui ne vit qu'à Madagascar, tandis que les familles de lémuriens disparus du Pakistan à la Malaisie sont absentes en Afrique et au Moyen-Orient. Sclaté a proposé que Madagascar et l'Inde faisaient autrefois partie d'un des plus grands continents appelé Lémurie, du nom du lémurien. Le nom de Lémurie inventé en 1864 par le zoologiste Philip Sclater dans l'article de Mammals of Madagascar publié dans The Quarterly Journal of Science. Oui ou non? Ce qui te vient. Il me vient oui. Ok. Quel élément véridique retrouves-tu dans cette théorie?
Les lémuriens sont une espèce de singe à prisme endémique qui ne vit qu'à Madagascar. C'est quand tu parlais de l'Inde Ouais, de l'Inde. Mm. Donc ça, c'est... Et le Pakistan. et le Pakistan. Ok. Alors, deuxième théorie. Un célèbre journal a rapporté les nouvelles suivantes. Sur l'île Maurice, dans l'océan Indien, une ancienne croûte terrestre recouverte de lave avec des cristaux de zircon vieux de 3 milliards d'années a été retrouvée. Cette île volcanique, cependant, n'a pas eu plus de 9 millions d'années. De plus, ces cristaux de zircon ne peuvent se former que sur des continents. Oui ou non? Ben non. Non. Ok. Alors, Elena Blavatsky a déclaré que l'existence de ce continent habité par une race d'hermaphrodites spirituels purs, ce qui lui avait été révélé par les Mahatmas, qui lui aurait permis de voir un texte pré-Atlantide dans le livre de Xian. Oui ou non? Oui. Ok. Alors, quel élément véridique trouves-tu dans cette théorie? C'est quand tu parles de Xian. D'accord. Alors, Rudolf Steiner a déclaré que les lémuriens avaient un corps mou et particulièrement malléable. Cela signifie qu'ils pouvaient modifier leur corps. Ils n'avaient pas de mémoire développée et pour cette raison, de... ils n'avaient même pas de langage. Quel élément véridique trouves-tu dans cette théorie? Pas de langage, parce que Ok, je les ressens communiquer autrement, en fait, par télépathie. ok. Donc, ce même Rudolf Steiner a également affirmé que l'ère lémurique avait pris fin en raison de catastrophes volcaniques majeures, mais qu'un groupe d'humains s'était échappé de la catastrophe, oui ou non? Non. Non, moi je ressens que c'était une, entre guillemets, une obligation de se cacher, en fait. Ok. Donc, ce cycle d'investigation est terminé. Tu vas te déconnecter, Katia, Ouais. de tout et de tous. Je vais compter donc de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement ici dans le présent où je te parle. Mais avant ça, le 3 signe la déconnexion de tout et de tous. Tu es complètement déconnecté et tu sens ton corps. Tu sens ton corps récupérer sa force et tu te sens bien tranquille et détendu. De cette sensation de bien-être dans tout ton corps, gagne chaque cellule. Tu vas choisir la fréquence que tu préfères, que tu aimes le plus, et tu vas la faire circuler partout, de haut en bas et de bas en haut.
Et chaque cellule de ton corps récupère son plein potentiel en énergie. Prêt à continuer agréablement ta journée. Tu commences à bouger tes mains, tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Katia? Alors, oui, écoute, ça va. Bien. Super. Reposé. Bon, bah parfait. Merci à toi pour cette investigation. Merci. Merci à toi aussi. Et merci aussi aux éditeurs de regarder. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.